C'est pour que les gens comprennent aussi que j'ai sacrifié du temps et beaucoup de... En fait, j'ai un énorme manque à gagner à faire ce que je fais sur YouTube, si tu veux. Ok. En 5 jours de piano, je faisais beaucoup plus que 400 €. La persévérance, un nom bien séduisant qui serait l'une des clés essentielles à la réussite. Mais qu'est-ce donc ? Comment se manifeste-t-elle ? Et surtout, peut-elle s'apprendre ? Podixie vous propose de répondre à ces problématiques à travers le parcours de nos invités issus de milieux professionnels hétéroclites. Beatmaker, joueur de poker professionnel, développeur, chanteur. À partir de cette liste non exhaustive, cette qualité n'aura plus de secret pour vous. Un podcast réalisé par Jeanne Bern, et pour ce premier épisode, nous accueillons Will Pérez. Bonjour Will. Bonjour Jeanne. Comment tu vas ? Ça va très bien. Merci de m'inviter pour ce premier podcast, parce que ça manque de podcasts sur notre univers, je trouve, en français. Donc je suis très content d'être là. Je t'en prie, moi aussi, merci, parce qu'en plus je pense qu'on aura pas mal de choses à dire. Il y a le thème est inspirant, on va dire. Alors pour parler déjà de la persévérance, avant ça j'avais une question. Est-ce que tu te considères comme quelqu'un de persévérant ? Alors, j'ai un peu triché, parce que c'est la seule question que tu m'as donnée vraiment en off avant qu'on fasse le podcast. Donc quand tu m'as donné cette question-là, la première réponse qui m'est venue, c'est « bah oui », parce que 6 ans de YouTube, ça s'est pas toujours super bien passé, et pourtant aujourd'hui je continue avec la même passion et tout. Et en fait, plus j'y pense, plus je me demande si c'est vraiment de la persévérance, ou si c'est pas juste une question de j'avais pas beaucoup d'attentes et beaucoup de passion, c'est juste un truc très passionnel et qui m'a pas demandé non plus une énergie de dingue, enfin tu vois, Bien j'ai sûr. pas toujours l'impression que c'est du travail. Pour moi, la persévérance, c'est t'es sous une barre de 100 kilos, tu l'as déjà soulevé 5 fois et tu donnes tout pour faire 2 ou 3 fois de plus. D'accord. C'est plutôt D'ailleurs, ça. sur ce point, le dictionnaire de l'Académie française définit la persévérance comme la qualité de celui qui s'attache avec détermination et constance à mener à bien ce qu'il a résolu. Ouais, donc du coup, peut-être que je me mets, moi, cette image de trucs négatifs et d'efforts, alors qu'il n'y en a peut-être pas forcément. Et peut-être qu'en fait, être persévérant, c'est continuer quelque chose, avoir pas trop d'attentes, enfin en tout cas, pas suffisamment pour pouvoir continuer et pas se poser de questions et avoir toujours la même passion. Donc peut-être que c'est la même chose. C'est ça. Après, Donc, en général, on a quand même souvent des obstacles. C'est bien pour ça, je pense qu'on relie quand même la persévérance à quelque chose Oui. de warrior. D'ailleurs, donc, de ce que tu m'as dit, tu es né à Pérols-en-Provence. Tu es rapidement bercé par le monde de la musique. Tu vas commencer par de l'éveil musical. Tu as enchaîné par des instruments de musique, pris des cours de solfège, forcément. Et Tout à fait. tu as même fait de la musique d'ensemble. Et ensuite, tu as continué la musique, mais en autonomie cette fois-ci. Tu as fait le piano en autodidacte. Tu as lancé ta chaîne YouTube en 2016, donc ça fait maintenant 5 ans. Pour les auditeurs, sa chaîne YouTube, c'est Si Facile, SIFASILE. Tu donnais dans un premier temps des conseils au niveau théorique, des conseils dans le solfège, pardon. Et puis après, on va dire, tu as un peu bifurqué avec la MAO. Complètement, ouais. Et aujourd'hui, tu as des partenaires. Oui. Thomann, Native Instruments, Arturia, Adam Studio, je dois mal le prononcer, Teenage Engineering. C'est ça, parfait. Korg, et plus curieusement, Larousse. Oui, alors c'est encore tout frais, mais ça fait partie des gens et des boîtes auxquelles tu pensais pas forcément et qui un jour arrivent dans ta boîte mail et te disent ton contenu nous correspond, nous on peut t'envoyer des bouquins et puis si tu veux en parler t'en parles, si tu veux pas t'en parles pas. Alors j'en ai reçu qu'un, donc je sais même pas si je vais faire une vidéo ou si je vais leur faire un coucou à un moment donné, mais en tout cas voilà, c'est arrivé quoi. Et donc tu avais commencé par Thomann et entre-temps maintenant je travaille plus avec Woodbrass parce D'accord. que je préfère privilégier maintenant les boutiques françaises, tu vois. Avant je faisais pas trop la fine bouche
Je prenais Bien ce sûr. sur quoi je tombais. Maintenant, je peux être un peu plus sélectif et du coup, si je peux aller sur des marques françaises, des distributeurs français ou des gens avec qui il y a un peu d'affect, je privilégie certains contacts. Voilà. Ça marche. Et alors, donc, quand tu as commencé, c'est parce que tu avais déjà un entourage plongé dans la musique. Exactement. J'imagine que c'est pas toi qui as décidé à 5 ans à dire à tes parents, je veux faire de la musique, de l'orgue. Ouais, alors non, pas du tout. Ma grande sœur a commencé le piano avant que je naisse, si je dis pas de bêtises, puisque c'est pareil, tu vois, tu commences la musique. Tes premiers rapports à la musique, c'est aux alentours de 5 ans. Et en fait, au début, moi, j'utilisais pas le piano de ma sœur, parce que le piano, c'est quand même un bel objet. Et quand t'as 5 ans et que tu fais ça dessus, c'est pas ouf. Et du coup, j'utilisais une sorte de clavier arrangeur de mon frère, qui lui n'est pas du tout musicien. Et du coup, en fait, c'est moi qui l'ai squatté ce truc. Parce que je jouais pas trop sur le piano de ma sœur, et à la base, je jouais plutôt sur le vieux synthé de mon frère, quoi. D'accord. Qui n'a jamais touché, au final. Donc, tu as commencé tout jeune avec un synthé. C'est ça. Alors, ce qu'on appelle un synthé, qui en est pas vraiment un, mais qui... c'est un clavier arrangeur. C'est un petit clavier qui a un son de piano, un son de flûte qui croisé avec un son de canard un peu, tu vois, et plein de sons. T'as 200 instruments dedans qui sont pas tous hyper bien samplés, mais qui font le taf quand t'es petit et que tu veux jouer de plein de sons différents, quoi. Et pour l'histoire de comment ma mère m'a mis au piano, à l'orgue du coup, Oui. c'est que mon premier coup d'esbrouf de ma vie, c'est que vraiment là j'ai fait... Death Proof. Ouais, non, l'esbrouf, c'est Ah, genre... l'esbrouf. Non, c'est pas du tout un terme Ah, même pas. Non, Alors là, je m'y attendais, je connais pas du tout. c'est genre mon premier coup de voleur un peu, tu vois, de filou, quoi. D'accord. C'est que, en gros, ma sœur avait un bouquin d'orgue, Ouais. tu vois. J'en prends un, et en fait, tu sais, t'as les notes de musique, que je connaissais déjà parce que je faisais de l'éveil musical, et au-dessus, t'as des petits numéros. Parce qu'en gros, tu vas jouer le do avec le pouce, le ré avec le deuxième doigt. Et en fait, j'ai vite capté, et comme n'importe qui d'autre, que bah, tu places les doigts où il faut, et après c'est bon, tu peux jouer le truc. Donc en fait, moi, je suivais les numéros et je jouais le morceau. Et ma mère, elle s'est mise comme ça, elle s'est dit, waouh, mais il déchiffre à vue comme ça, comment il fait? Alors que moi, en fait, je lisais des numéros, c'était rien, Bien sûr. tu vois. Et du coup, elle a pété un plomb et elle s'est dit, il faut que je le mette au piano. Et c'est que beaucoup plus tard que je lui ai dit, mais tu sais, maman, je lisais des chiffres, en fait. Je déchiffrais pas une partition. J'avais juste capté que le 1, c'était le pouce, et du coup, j'ai dit, ok, en fait, c'est trop simple, quoi, tu vois. Et alors, donc, pour en revenir à ton professeur, un professeur génial, Philippe. Ouais. Et est-ce que tu penses que sans ce professeur, aujourd'hui, tu serais aussi investi et aussi vite dans la musique? Ah, c'est compliqué, parce que lui, il m'a appris tout le côté théorique du truc. J'ai fait de la musique d'ensemble, donc ça aussi, ça m'a appris à jouer avec d'autres personnes, et ça, c'est important. Il faut s'écouter soi, écouter les autres, jouer en rythme. Donc je pense qu'il m'a apporté plein de clés qui aujourd'hui encore me servent. Après, j'ai pas envie de véhiculer le message de... S'il m'avait pas apporté la théorie, j'aurais pas pu faire ce que je fais aujourd'hui. Parce que je considère, alors que tu vois, pourtant, j'ai commencé en donnant des cours de solfège moi aussi, mais je considère qu'on peut s'en passer aujourd'hui. Parce qu'il y a plein d'outils, il y a plein de méthodes un peu annexes, des outils qui te permettent de passer outre. Donc ça aurait été plus un accélérateur. Ouais, ça c'est facilitait quand même l'apprentissage. C'est ça. Facilite toujours. Et puis même il y a des choses peut-être que tu arrives à comprendre et que d'autres, en le faisant en autodidacte et sans forcément avoir la théorie, auraient peut-être un peu plus de mal à capter. Mais effectivement, même sans solfège, on peut s'en sortir. On peut s'en sortir. C'est juste que je suis content de ne pas avoir appris le solfège de manière autodidacte. Parce que ça, je pense que c'est très compliqué. Parce que c'est tellement un langage à part entière, il y a tellement de vocabulaire précis et de trucs comme ça que quand tu es complètement en dehors et qu'il n'y a pas quelqu'un qui te prend par la main pour t'amener dans ce truc-là, tu peux être vite tenté de te dire « Ouais, ok, c'est pas pour moi, j'arrête. » quoi. D'où l'importance d'avoir un bon professeur. Ouais. Et j'entends pas souvent des gens me dire « J'adore le solfège, j'ai eu un prof génial. » quoi. C'est ça. Il n'y en a pas beaucoup. Parce qu'il y a ce caractère un peu sacré autour du solfège, un peu
immuable, alors que lui il était un peu plus flex là-dessus. D'accord. Tu vois. Et aujourd'hui, tu aimes le solfège? Ah ouais, toujours autant. J'aime le solfège. J'aime comprendre pourquoi, quand je plaque mes mains sur un accord de piano, j'aime comprendre pourquoi c'est bien, pourquoi c'est joli, pourquoi, comment changer cette basse sur cet accord et pourquoi ça le fait ou pas. Ben, c'est là où on voit que l'environnement, l'entourage est ultra important. Parce que je pense que si tu n'avais pas eu un professeur aussi pédagogue que lui, aujourd'hui, tu n'aurais pas forcément le même discours. Ben, c'est un truc que j'ai toujours dit. On n'est pas fan ou on ne déteste pas une matière, mais on va pas forcément aimer la manière dont on nous l'apporte, quoi, si tu veux. Et tu peux te découvrir une passion pour les maths qui vient beaucoup plus tard parce qu'il y a juste... Il y a pas eu les bonnes personnes qui t'ont expliqué le truc, tu vois, qui sont passées par un autre endroit pour t'expliquer quelque chose, tu vois, qui était... Et en fait, c'est ça dans toutes les disciplines, au final. Et sur le solfège en particulier, parce qu'il y a quand même beaucoup plus de gens qui s'accordent à dire le solfège, c'est nul, que l'histoire géo, c'est nul. L'histoire géo, tu as du pour et du contre, tu as deux camps. Le solfège, tu as 95% des gens qui disent c'est bidon, c'est trop compliqué, ça sert à rien. Après, tu peux pas faire du cas par cas à l'école. Tu as un programme à suivre et si ça se trouve, il va parler à 10 élèves sur 30 ou 5 élèves sur 30. Et c'est compliqué de... En fait, on a juste besoin qu'on nous explique pourquoi c'est cool, la matière. Tu vois. Et je pense que tout est utile. Et en plus, déjà que le solfège n'intéresse pas tous les musiciens, alors imagine ceux qui, tu vois, quand on faisait des cours de musique au collège, déjà moi j'avais du mal à me passionner pour le truc en tant que musicien. Alors mes potes qui faisaient pas de musique, mais qu'est-ce que ça devait être pour eux, quoi. Donc c'est pour ça que c'est encore plus clivant, et qu'il y a plein de gens qui disent c'est nul, ça m'intéresse pas, tu vois. À part après un certain moment où tu te dis ouais ok, en fait c'est utile. Plus tard, donc tu te lances en toute autonomie dans la musique. Tu te lances dans le piano en autodidacte. Ouais. À un moment donné, ma sœur a bien voulu me faire jouer sur son piano. Donc je jouais de plus en plus. Et vraiment, c'était ma tablette à moi. Je jouais tous les jours, je pense. Tu jouais des partitions Ouais. Alors, pour un nouvel an, il y a un pote de ma cousine, de ma grande cousine, qui elle a 14 ans de plus que moi, qui me montre un morceau de piano. Et je lui dis, waouh, ça c'est ouf, je veux jouer ce truc-là. Et il me regarde un peu en mode, t'es mignon, mais c'est un sacré morceau ça. Et je lui dis, je m'en fous, envoie-moi la partition, je saurais la lire, je saurais pas le jouer tout de suite, mais je veux savoir jouer ce truc-là. Et par l'intermédiaire de ma cousine, il m'envoie ce morceau, et j'arrive quand même à jouer. En fait, c'est long, parce que je venais des morceaux d'orgue où j'en faisais un par semaine, à ça où là je faisais une ligne par semaine. Et en fait, quand t'as pas trop de difficultés dans un domaine et que d'un coup t'en as, c'est très facile de lâcher, tu vois. Donc plutôt que de lâcher, moi j'apprenais ma ligne et après je gardais les mêmes accords et j'essayais de trouver une autre mélodie, et, tu vois. Et en fait, ce morceau-là, j'ai tellement mis de temps à le faire que ça m'a ouvert un peu une porte sur l'improvisation et la compo. Mais par contre, j'avais mis des mois et des mois avant de faire ça, tu vois. Ah, mais je m'amusais c'est ingénieux déjà, t'as essayé de trouver une solution pour ne pas être frustré. Ben, alors, tu le sentais arriver. Là, je te l'explique comme ça. Mais c'est pas le cheminement de pensée que j'ai eu sur le... C'était plus, j'arrive pas... vas-y, je vais continuer à le jouer. Et en fait, ça s'est fait un peu naturellement. J'ai pas conscientisé le truc. Je me suis pas dit, j'y arrive pas, donc je vais improviser. C'est arrivé un peu comme ça. Et une fois que tu as travaillé un peu le piano, après, tu as décidé de lancer ta chaîne YouTube. Alors, est-ce que ça s'est fait longtemps après ? Alors, entre-temps, il y a mon deuxième coup de filou qui est apparu. Comment tu dis ça, Le coup d'esbrouf. D'esbrouf. Ok. On va le retenir. En fait, c'est encore un rapport avec ma sœur, tu vois, qu'elle est jamais trop loin dans l'histoire. Et en fait, donc là, c'est son mari aujourd'hui, son copain à l'époque, qui lui aussi est pianiste. D'accord. Donc, ma sœur, lui et moi, on fait du piano à ce moment-là. Et lui, il est plus pianiste jazz. Et moi, le morceau que j'ai demandé à ce gars-là du Nouvel An, c'était un morceau de jazz aussi.
Et c'est le jazz qui t'ouvre le plus la porte à l'improvisation et tout, tu vois. C'est pour ça aussi que ça s'est fait plus naturellement, je pense. Et j'ai pas fait de l'impro sur du Beethoven. Oui. Là, ça aurait été plus compliqué. Et en fait, donc, mon beau-frère me dit ouais, tu vois, ça, cet accord-là, tu peux faire comme ça. Et moi, je lui dis ben, moi, je fais plutôt ça et tout. Et là, d'un coup, on se regarde et lui, il me dit ah, tu te rends compte, si on faisait ça à d'autres personnes, on pourrait vendre nos services et donner des cours. Et en fait, dans sa tête à lui, c'est juste resté un « et si ». Et moi, je me suis dit, ben non, ben en fait, il a raison. Et je me suis mis sur le bon coin. Et là, j'ai dit, donne cours de piano, tout âge, tout niveau. J'ai fait quelques cours comme ça. Ensuite, il y avait une fille plus jeune que moi qui voulait prendre des cours, qui était meilleure que moi au piano parce qu'elle faisait du conservatoire et tout. Et là, j'ai dit, ok, je vais arrêter de dire tout âge, tout niveau parce que j'en suis pas capable. Et maintenant, je fais des cours principalement aux débutants, intermédiaires. Et ensuite, toujours ma sœur. Elle est tombée enceinte et elle m'a dit, bah tiens, remplace-moi, parce qu'elle aussi, elle donne des cours de musique. Et remplace-moi à ce cours de solfège dans cette école, une école de musique. Et j'ai dit ok. Et je l'ai remplacée, ça m'a plu. Et de là, après, une élève de piano à domicile m'a dit, y a de la place, on cherche un prof de piano dans l'école de musique d'encore un autre village. Et du coup, maintenant, j'y suis toujours et je donne des cours en école de musique. Toujours. Et à domicile, je fais les deux. Et en fait, c'est le fait d'apprendre aux autres qui t'a donné l'envie de créer la chaîne YouTube. Ouais. En fait, j'aime bien cette idée de, tu sais, si j'ai une orange et que t'en veux un bout, ben, je la coupe en deux et je te la passe, tu vois. Et moi, j'ai plus qu'une moitié d'orange et toi, t'as une moitié d'orange. Par contre, si tu veux apprendre tout ce que j'ai appris moi en solfège, ben, je vais te l'apprendre, mais je vais tout garder. Et c'est ça qui est cool, c'est que le savoir, ça se multiplie, Tout à alors fait. que les choses matérielles, ça se divise. Et j'avais lu cette phrase, je sais plus où, et je me suis dit, ouais, c'est vrai, ouais, en fait, je veux transmettre. En vrai, ça a été un petit déclic pour moi, ce truc que j'avais lu. En plus de, je suis patient et j'aime bien faire ça. Bien sûr. Et c'est en donnant des cours qu'à un moment donné, je mettais mon portable en haut des pianos des élèves et je parlais et je disais, ben voilà, tu fais ça, ça et ça. Et après, je revoyais ces vidéos-là et je me disais, mais en fait, je peux faire des petites capsules un peu plus propres et mettre ça sur YouTube. Au moins, je joins un peu l'utile à l'agréable et la chaîne est née comme ça. Donc, si facile, SIFASILE. Est-ce qu'il a été si facile de trouver le nom de ta chaîne ? Eh ben ouais, parce que j'ai aucun mérite en fait. C'est mon cousin, le frère de la cousine qui m'a présenté le gars, qui m'a Très donné familial. le premier, voilà, très très familial le podcast. Et en fait, c'est entre autres grâce à lui et un épisode des Simpsons. Parce qu'à un moment, l'épisode s'appelle Futur Drama. Et en fait, il y a Homer qui remet sa perruque. Il y a deux dames un peu plus loin. Et il dit, je crois que là-bas, il y a mes deux notes de musique préférées. Il se remet sa perruque et il dit « facile », tu vois. Et ça, c'est une phrase qu'on se redisait souvent D'accord. avec mon cousin. Et à un moment, sur un groupe Facebook familial, je disais, bon, je veux créer une chaîne YouTube, je vais donner des tutos de solfège, qu'est-ce que je peux donner comme nom ? Et donc on brainstorm un peu, et lui il dit, bah, t'as qu'à l'appeler Facile. Et je dis, ouais, c'est pas mal, mais ça me fait trop penser aux Simpsons et tout, et j'ai peur que les gens aient la ref et tout. Et du coup, bah, si facile, je dis, ouais, pourquoi pas. Et après de là, je dis, en plus, ça rime avec Will, donc je peux avoir mon gimmick de fin, avec Will, c'est si facile, tu vois. Enfin bref, c'était top. Totalement. Et du coup, c'est parti de là. On reconnaît quand même le jeu de mots Ouais, avec les notes de musique. mais t'as Et- certaines personnes qui veulent pas. qui C'est ont vrai, pas le donc ouais, t'as je te déjà jure. reçu des Ah oui, oui, messages qui c'est disaient réel. frérot, ça s'écrit pas comme ça, C'est facile. dit quand même. Ouais, je te jure. Premier degré, vraiment. C'est dit. Ouais, c'est, pardon. Pourquoi c'est dit ? Oh la honte. Ça n'est jamais arrivé. Pourquoi j'ai mis une cédille ? Eh ben, je sais pas. C'est pas grave, on ne soulèvera rien. On te soulèvera. Donc, tu as le nom de ta chaîne YouTube, tu commences. Donc, c'est vrai qu'avec C'est Facile, quand même, on reconnaît avec les notes de musique que là, tu vas aborder la théorie. Et tu as commencé par ça. Est-ce que pour toi, c'était ludique ou est-ce que, quand même, je te disais, j'aimerais bien que ça aille loin ? En fait, au tout début, quand j'ai commencé ma chaîne, je me dis, je veux arriver au nombre symbolique de 100 000 abonnés. Et surtout,
je rêvais de tiens Will, ça c'est un micro, j'aimerais que tu en parles sur ta chaîne. Je rêvais de recevoir... Ouais, c'était D'accord. une de mes premières motivations. Alors, j'ai regardé un peu sur la chaîne YouTube. Je vois qu'à un moment donné, donc tu postes une vidéo, écrire un accord en notes ou en lettres, et juste après, débuter la MAO, Home Studio, GarageBand. Comment, du jour au lendemain, comment tu as découvert la MAO ? En fait, alors, je suis très... comment te dire ? Je me laisse un peu porter par le truc, et dès qu'il y a quelque chose qui m'intéresse plus, j'y vais. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai voulu arrêter le piano. Ma mère m'a dit, par contre, ce serait cool si tu faisais quand même un autre instrument. Elle était assez géniale pour me proposer de continuer un instrument. Je lui dis un grand merci aujourd'hui. Et du coup, je me suis dit, j'adore Bob l'éponge. Dans Bob l'éponge, le calamar, il fait de la clarinette. Je vais faire de la clarinette. Il n'y avait aucune autre raison. C'est pas vrai. Je te jure. Et écoute, j'ai tant que fait ça permet 3 de ans de maintenir. clarinette. Voilà, mais tu vois. Donc en fait, c'est pour te dire que je fonctionne comme ça. Dès qu'il y a un truc où je me dis, ah ouais, ça a l'air cool, je teste. Un peu moins aujourd'hui parce que maintenant, il y a des responsabilités. Il faut remplir un frigo, il faut payer un loyer. Donc tu peux être un peu moins YOLO qu'avant. Mais j'essaye quand même de le faire. Et donc du coup, je pourrais même pas aujourd'hui te dire quel a été l'élément déclencheur, tu vois. D'accord. Ce qui est sûr, c'est que je connaissais déjà la MAO avant. Tu vas pas le croire, mais ma sœur faisait donc, elle était à la fac de musique, toujours là. Et en fait, je lui volais son matos à ma sœur. Je lui volais ses instruments et en fait, je jouais plus qu'elle, limite. Et en fait, elle m'a montré comment on faisait pour brancher une petite carte son, le clavier. On lançait le logiciel, ça s'appelait Logic Platinum, l'ancêtre de Logic Pro. Et j'écoutais des musiques. Alors, mon côté audiophile, il a été plutôt transmis par mon frère, pour le coup. D'accord. Qui lui me faisait écouter du rap, plein de trucs qu'il kiffait. Et du coup, moi, j'ai adoré ça et j'écoutais les mêmes choses que lui. Et je reprenais ces morceaux-là et je les refaisais dans le logiciel. Et tu vois, je m'amusais comme ça, quoi. Donc, il y avait cette base de MAO qui m'a toujours plu. Mon frère aussi fait le pont à ce moment-là parce que lui, il est graphiste. Et il me propose, en fait, il me dit, tiens, tu veux composer pour le site internet que je suis en train de faire, là ? Ils veulent une musique genre sur l'océan. Et je dis, ouais, vas-y, je vais essayer. Et du coup, j'ai essayé de faire des trucs, je lui proposais, il me dit, ouais, ça leur a plu, tiens, tu te fais un petit billet, quoi. Tu vois, donc lui, il m'a aussi un peu ouvert la porte sur la composition et la musique sur mesure. Et c'est tout ça où j'avais déjà un petit background en MAO. Et après, j'ai surtout vu aussi un intérêt sur le nombre de vues et sur la visibilité de ma chaîne. Parce que c'est vrai que quand tu parles de solfège sur une chaîne YouTube, tu vas intéresser quelques personnes seulement. Alors que voilà, la MAO, il y a un côté un peu plus fun, un peu plus frais et un peu plus visible. Et alors peut-être aussi que ça t'a pas forcément fait peur de changer de discipline. Est-ce que tu avais à ramener beaucoup d'abonnés avant de passer à la MAO? Est-ce que ça n'a pas choqué, entre guillemets, tes abonnés de passer à autre chose? En fait, ça s'est fait plutôt de manière assez souple. Alors, c'est vrai qu'au début, il y a quand même eu des commentaires qui me disaient « Quand est-ce que tu reviens au tuto ? Parce que nous, on est là pour ça, quoi, tu vois. » Et en fait, je devais avoir peut-être 5 ou 700 abonnés à ce moment-là. Donc, ça commençait à arriver. Mais il y avait une moitié de gens qui étaient là pour ma personne et pour les petites conneries que je disais en plein milieu de mes vidéos, et une moitié qui était là pour mon contenu. J'ai dû perdre cette moitié qui n'avait plus le contenu qu'il voulait, mais il y a eu quand même une espèce de noyau dur qui m'a suivi. Et donc après, tu en as perdu, mais tu en as repris davantage sur la chaîne ça. YouTube. Mais effectivement, tu as raison, je prenais pas un gros risque à bifurquer comme ça à 700 abonnés. C'est ça. Et est-ce qu'à ce moment-là, tu te considérais, ou aujourd'hui avec le recul, tu te considères comme quelqu'un de persévérant avec ce que tu as vécu jusqu'à la chaîne YouTube, la création de la chaîne YouTube, le fait de régulièrement de faire des tutoriels, donc de t'investir, d'y mettre de l'énergie? Ah ouais, en fait, YouTube, il faut voir ça comme presque un trou noir, parce qu'en fait, ça te prend autant que ça te donne. Dans mon cas, en tout cas, je sais pas pour les autres, et je parle pas à leur place, mais dans mon cas, ça m'a pris du temps. Je ferai pas le calcul, j'ai peur de le faire.
Mais par contre, ça m'a apporté aussi tout le reste. Parce que tous les partenariats, les rencontres que j'ai fait par rapport à YouTube, on m'a invité dans des événements, des trucs. J'ai rencontré des gens et vu des choses que j'aurais jamais vues sans ça, tu vois. Et même le taf que j'ai aujourd'hui au Dalida Institute, je ne l'aurais jamais eu sans YouTube. Mais après, voilà, ça m'a donné autant que ça m'a pris, quoi. Et je dirais que je ne me suis jamais senti vraiment persévérant dans le truc parce que pour moi, il a toujours été question de c'est cool, je fais ça à la place de jouer à la play. Donc en fait, tu vas pas dire à quelqu'un qui joue 20 heures par semaine à la play qu'il est persévérant. C'est juste qu'il kiffe tellement ça qu'il y passe un temps fou. Oui, alors c'est vrai quand je réfléchis à ce que tu dis, parce que la persévérance, on peut ne pas forcément le rattacher à quelque chose de professionnel. On peut être persévérant dans une activité personnelle et peut-être que dans le monde du jeu vidéo, à partir du moment, peu importe finalement la discipline, à partir du moment où tu as un objectif et que tu vas tout faire, parce que sachant qu'aujourd'hui dans le monde des jeux vidéo, il y a des professionnels aussi. Et quand tu veux, ne serait-ce Call of Duty, atteindre ton but, aller le plus loin possible, Oui. Quand tu passes des heures avant d'arriver, j'ai joué à Call of Duty, Alors, t'en fais des parties, tu les enchaînes avant d'arriver à la vague, je sais pas combien. Je suis d'accord. Mais du coup... Il y a une certaine persévérance là-dedans. En fait, c'est 50%, dans ce cas-là, c'est 50% récréatif et 50% objectif, dépassement de soi, tu vois. Pendant longtemps, ça n'a été que récréatif. Et donc, du coup, je voyais pas le mot persévérance. Mais par contre, ça me prenait tellement de temps pour faire tout ça que je me suis dit, je peux pas enchaîner 6 jours de piano plus YouTube, en fait, c'est pas possible. Parce que moi, quand je me suis lancé sur YouTube, j'étais au chômage. Meilleur contexte pour commencer une chaîne YouTube, parce que tu as de l'argent qui rentre, donc tu es plutôt à l'abri, tu as du temps, donc tu peux te consacrer à 100% dans ce truc-là, mais sauf que ça dure pas éternellement. Et le jour où j'ai dû reprendre vraiment mon activité et les cours de piano et tout ça, et je me suis dit, non, là, ça marche plus, quoi. Je peux pas faire la même qualité avec 3 fois moins de temps. Et donc du coup j'ai commencé à rogner un peu mes temps de piano qui me rapportaient de l'argent contre du YouTube qui ne m'en rapportait pas. Donc il faut que ça marche, YouTube. Pour l'instant, ça n'est qu'un gouffre financier et temporel. Là, de ce que tu me dis, on se rapproche quand même de la définition qui s'attache avec détermination et constance à mener à bien ce qu'il a résolu. Là on commence à rentrer dans... Ouais. Là oui, il y avait ce truc, il faut que j'y arrive. Ça reste du kiff, ça n'a pas bougé, mais là par contre, il y a un enjeu. Parce que je commence à sacrifier mon temps de travail par rapport à ça. Et encore aujourd'hui, c'est l'équilibre que j'essaye de trouver et qui n'est pas facile, parce que je fais de plus en plus de reviews sur ma chaîne, je reçois du matériel et j'en parle. Et c'est vrai que comme les consommateurs de YouTube sont... En fait, il y a des pubs de partout. Il y a plein de gens qui font des OP, des machins, des NordVPN, des Red Shadow Legends, des trucs comme ça, tu vois, des jeux mobiles et tout. Et en fait, les gens ne veulent pas voir ça sur ma chaîne. Et je peux le comprendre parce que moi, je viens du tutoriel à la base. Bien sûr. Puis ensuite de la compo pure et dure. Et là, ça commence à être... voilà, cette carte son, achète-la. Mais en même temps, c'est le seul truc qui me rapporte un peu à moi. Alors c'est après, des gens qui comprennent ce qui est quand même. bien, c'est que le fait aussi de tourner à l'humour, tu montres quand même aux gens que t'es pas là que pour vendre un tel matériel, sachant que t'es quand même assez exigeant, tu prends pas n'importe quoi. Non, en fait, déjà, moi, ma règle d'or, c'est je dis ce que je veux. Et j'ai refusé des trucs qui me faisaient rêver pourtant. Et ça, j'en ai jamais parlé, mais tu vois, il y a des marques qui m'ont déjà dit, tiens, ce clavier-là, à 1200 €, il est pour toi. Et ça, c'est une liste de choses à dire dessus. Et là, j'ai dit non. Pourtant, ce truc que je le voulais, quoi. Et je l'ai jamais pris par mes propres moyens, parce que du coup, je me suis dit, là, cette boîte-là, non, ça, c'est des marionnettistes, tu vois, qui veulent te faire dire un truc et tout, ça, je veux pas. Et par contre, à côté, Native Instruments, par exemple, c'est tout l'inverse. C'est genre, tiens, ce plugin, il est sorti, il est à toi. En fait, Native Instruments, je les ai contactés. Et en fait, ils m'ont dit oui parce qu'ils m'avaient déjà vu utiliser leurs produits. Donc en fait, ils savent que moi, j'aime ce qu'ils font. Et en fait, eux, ils me disent, tiens, le plugin, il est là. Nous, il est sorti. Donc en fait, on te l'envoie, ça ne nous coûte rien.
Et au mieux, tu vas le tester par tes propres moyens et le kiffer et en parler et dire ce que tu veux dessus. Et au pire, tu vas pas en parler. Et cette approche-là, c'est la meilleure. Ça, j'aime beaucoup. Et les marques qui acceptent de travailler comme ça avec moi, là, on peut faire du travail ensemble. Pour faire du YouTube, j'ai renoncé à 5 jours de piano, si tu veux. Ok. En 5 jours de piano, je faisais beaucoup plus que 400 €. Donc, c'est pour que les gens comprennent aussi que j'ai sacrifié du même. temps et beaucoup de... En fait, j'ai un énorme manque à gagner à faire ce que je fais sur YouTube. Pour le moment, c'est un gros manque à gagner. Mais j'arrive à vivre avec l'ensemble de tout ça et je kiffe plus qu'avant. Donc c'est ça qui m'importe. Exactement. Ouais, je veux que ça fonctionne et je veux pouvoir me dire, bah maintenant je gagne aussi bien ma vie qu'avant quand je faisais que des cours. Sauf que tous les matins, j'allume l'ordi, j'allume la caméra et je suis trop content, quoi. Mais d'ailleurs, ça va nous permettre de transiter. Tu m'as dit une phrase par mail. C'est marrant de voir qu'on peut approcher des personnes auxquelles on ne pensait pas du tout initialement. Et alors là, ce qui est vachement intéressant, c'est que tu parles de ta chaîne YouTube et là, d'un coup, tu me parles de partenaires. Mais alors, qu'est-ce qui a fait que tu es allé toquer aux portes de grandes entreprises alors que tu m'expliquais justement qu'à l'origine, pour toi, ça te paraissait grandiose, enfin trop grand pour pouvoir les approcher? Eh ben ouais, alors ça c'est au cours d'une discussion et cette fois-ci, je ne Pas vais ta pas... sœur, Non, ni ton cousin, ni ma cousine, ni mon frère, c'est un il pote. est extérieur à la famille. Ouais. C'est un pote que j'ai rencontré via YouTube. Donc déjà, à ce moment-là, je me suis dit, ok, YouTube, en plus de me faire vraiment kiffer quand j'allume ma caméra et quand j'écris mes scripts et tout, ça me permet de rencontrer aussi des gens qui ont la même passion que moi et tout. Donc là, j'ai vu vraiment tout le potentiel du truc et tout ce que ça pouvait m'apporter. Et en fait, à l'époque, donc je voulais faire grossir ma chaîne YouTube tant bien que mal. Et j'arrive sur un forum qui s'appelait Entraide YouTubeur, qui n'existe plus aujourd'hui. Et pareil, je me suis dit, bah vas-y, on va tester, je m'inscris. Et en fait, comme je n'avais pas d'attente, bah, je me suis pas dit, je m'inscris là, et par contre, je veux que ça me rapporte 100 abonnés. Et c'était juste des youtubeurs qui parlaient, qui donnaient un peu leur technique, leur approche. Et ça faisait une petite communauté, tu vois, on pouvait échanger. Et un jour, il y a un gars qui s'inscrit sur le forum qui s'appelle Frère Mao. Et je me dis, ah, ce gars-là, là, par contre, là, on commence à toucher à la même chose et tout. Et je vais le voir. Et en fait, il me dit, mais moi, j'habite à Aix-en-Provence. Je dis, ah ouais, mais moi, je suis à 20 minutes, tu vois. Donc, en fait, on commence à se rencontrer. Et puis, de fil en aiguille, on rencontre d'autres gars de YouTube. On intègre un collectif qui s'appelle Mediapason. Et via ce collectif, j'avais que 1000 abonnés à l'époque. C'était déjà bien, tu vois. Moi, j'étais très content. 1000 personnes qui s'intéressent à ce que tu fais. C'est beau, tu vois. Mais par rapport aux autres membres de Mediapason, c'était très peu. Parce qu'il y en avait qui avaient 20 000, 40 000. Et le collectif Mediapason a été invité au Play Azure Festival à Nice, où il y avait plein de youtubeurs. Donc là-bas, j'ai pu rencontrer des youtubeurs qui avaient 100 000, 1 million d'abonnés. J'ai dit, waouh, et je suis invité au même titre qu'eux dans ce truc-là. C'est dingue. Alors moi, j'y suis allé par l'intermédiaire d'un groupe, mais quand même, j'y étais, quoi. Et je me suis dit, c'est vraiment fou. Et en fait, à partir de là, on a commencé à vraiment sympathiser avec ce frère Mao. Et on s'est vu à Aix un jour, on a bu un coup ensemble et tout. Et je lui dis ce truc que je t'ai dit tout à l'heure, je t'ai dit, mais moi, ce qui me ferait rêver, c'est de commencer à travailler avec des marques et qu'on m'envoie un produit, que je puisse le tester et tout, que je puisse en parler en vidéo. Et il me dit, ben, t'attends quoi ? Genre vraiment, lui, il avait, je sais pas, peut-être 100 ou 200 abonnés. Moi, 1000, et il me dit, mais t'attends quoi ? Genre, t'as 1000 abonnés, tu peux commencer. Et moi, pour moi, dans ma tête, je voyais des gars qui faisaient ça, qui avaient 500 000 abonnés, tu vois, donc j'étais loin derrière. Et je me disais, mais non, c'est inatteignable. Il me dit, mais tu te trompes. Sur les 1000, tu parles d'un truc de musique. Il y en a 900 qui vont t'écouter. Il y en a 100 qui vont se dire, non, ça, c'est pas pour moi, mais il y a... Dans ta communauté, il y a un beaucoup plus gros pourcentage de gens qui vont être intéressés par ce que tu leur racontes si tu restes dans la musique. Donc en fait, c'est le gros avantage des secteurs très nichés comme le mien, parce que à l'époque où j'en faisais, la MAO ou même le solfège, encore pire, il y avait 3 personnes sur YouTube qui en parlaient de ce truc-là, tu vois. Mais c'est l'avantage du truc, c'est que plus t'es niché, plus tu cibles,
Et plus ça veut dire que quand tu vas parler d'un truc, les gens vont être réceptifs. Et ça, pour une boîte, c'est important. Et ce gars me l'a expliqué, et c'est un truc que je visualisais pas du tout. Et donc à partir de là, je dis, bah, t'as raison. Eh ben, tu sais quoi, je vais envoyer un message à Thomann. Et du coup, eux, ils m'ont dit, bah ouais, pas de souci, machin. Alors... Mais attends, la première fois, quand tu t'es senti... Ah, c'était dingue. Juste le fait que j'ai un message presque privé d'un gars qui travaille chez Thomann pour pouvoir m'envoyer un produit que je paye qu'à moitié, c'était dingue. Donc là, c'était le premier gros waouh dans l'histoire que je vivais sur YouTube. Et après ça, j'ai fait pareil avec Arturia. Et donc Arturia, là, c'est une boîte qui fait des synthés, des claviers, des plugins. Donc c'est pas un revendeur comme Thomann, c'est vraiment une boîte bien spécifique. Et je leur demande, et ils me disent, bah écoute, on a un mini clavier là qui vient de sortir, le Mini Lab MK2. Si tu veux, on te l'envoie. Et là, genre, je dis, mais quoi, gratuit? Parce que moi, faut pas oublier qu'à la base, les sponsors comme ça où on me donnait un truc, ça n'était pas encore arrivé, quoi. Il me dit, bah, bien sûr, le truc coûte 100 balles. Et je dis, waouh. Donc en fait, là, j'ai pas gagné 100 €, mais j'ai gagné un équivalent pour ce que je fais. Et cette vidéo sur le Mini Lab, c'est encore aujourd'hui la vidéo la plus vue de ma chaîne. Donc en plus, voilà, ça a marqué vraiment... a marqué la chaîne. Et ça a dû te motiver. À fond. Je pense que quand tu as posté la vidéo, que tu vois déjà autant de j'aime, de vues qui arrivent... En fait, ça s'est fait progressivement, mais quand je regardais les analyses de la chaîne, je me suis dit, ah ouais, les reviews, ça marche quand même fort. Et du coup, c'est pour ça que c'est de plus en plus compliqué parce que là, tu vois, de temps en temps, j'essaye d'en faire souvent parce que je sais que ça plaît aux gens. J'essaye de refaire des compos et tout, mais quand je vois qu'elle peine à atteindre 5000 vues en un mois, alors que je vais faire une review qui va faire 12 000 en une semaine, c'est compliqué, quoi. Et en fait, ça vient du fait que sur YouTube, il y a un truc que j'ai mis longtemps à comprendre. C'est qu'il y a une différence entre le noyau dur qui va commenter tes vidéos et la majorité silencieuse qui va regarder tes vidéos sans jamais t'adresser la parole. Et en fait, le noyau dur, il est comme ça. Il est là. Et la majorité silencieuse, c'est le soleil. Tu vois. Sauf que ça, t'en entends jamais parler, tu les vois pas, tu les entends pas. Quand tu lis les commentaires, les retours, et que tu regardes les pouces en l'air et les pouces rouges, tu te dis, ouais, en fait, les gens veulent voir de la compo sur ma chaîne. Donc, tu fais de la compo. Et quand tu fais de la compo, tu as 3000 vues à tout casser. Ça fait pas les chiffres que tu espérais. Parce que tu n'as parlé qu'au noyau. Et en fait, la majorité silencieuse, je sais qu'elle préfère les reviews. Sauf que comme ils sont comme ça, mais silencieux, ben moi, je le vois pas. Donc en fait, j'ai plutôt l'impression qu'il y a des gens qui sentent que je m'éloigne du sujet principal et qui veulent que j'y revienne. Tu vois. Mais ça, c'est les gens qui sont vraiment investis et qui commentent régulièrement. Et je suis pas en train de dire qu'il ne faut pas en tenir compte et se concentrer sur la majorité silencieuse. Le petit noyau, il va te faire que 3000 vues, mais eux, par contre, ils seront derrière. Ça veut dire que si un jour, je fais une formation que je vais vendre, ce seront les premiers à aller l'acheter pour me soutenir. C'est les premières personnes qui, si j'ai besoin d'un coup de main, des idées ou de gens de faire une sorte de concours pour les commentaires ou même un concours de prod, eux, en fait, le soutien pur et dur, pas forcément financier, mais même moral. Si je mets une vidéo, j'ai mis une vidéo un jour où j'ai dit YouTube ne m'aime pas avec, tu sais, une miniature où je pleure dessus. Et en fait, c'était beaucoup plus positif que ça en avait l'air, mais c'était un petit appel en mode bon, c'est un peu compliqué, j'ai besoin un peu de force. Et là, le noyau dur, là, il s'est manifesté encore plus. J'ai eu plein de commentaires. Parce que voilà, ton essence, tu vas la prendre là-dedans. Et le chiffre, les performances, tu vas le prendre dans la majorité silencieuse que tu vois pas. Et en fait, faut essayer de satisfaire un peu les deux. Donc en fait, moi, ce que j'aimerais beaucoup faire, c'est réussir à me dégager du temps. En fait, à passer une sorte de cap où là, tu vois, je gagne pas assez ma vie avec YouTube. Et en même temps, ça marche trop bien pour que j'arrête. Donc, il faut juste que je gagne encore un peu pour pouvoir embaucher un monteur vidéo, par exemple. Me dégager du temps, et comme ça, là, je pourrais faire plus de compos. Alors qu'aujourd'hui, j'ai besoin de faire certains formats pour maintenir la tête hors de l'eau, tu vois, et pas me faire oublier par YouTube. Et encore une fois, tu es obligé de passer par là dans un premier temps.
Ouais, c'est ça. Mais là, mon premier temps, il dure 6 ans, tu vois. Ouais, oui, bien sûr. C'est ça qui est compliqué. Mais tu fais quand même des petites vidéos de compos, hein. T'en fais pas forcément, t'en fais moins quand même. J'en fais moins. Parce que je le vois sur ta chaîne que tu présentes beaucoup de matériel. Mais effectivement, après, tu auras quand même envie après de faire beaucoup de compos. Ouais, j'aimerais... je me sens pas 100% artiste musical aujourd'hui. Via ma chaîne YouTube, je fais beaucoup de trucs où je décortique un style. Mais là, tu sais, j'en parlais tout à l'heure à un autre coach ici. Un artiste, il doit être copieur d'un côté, se nourrir de tout ce qui existe déjà. Ça, c'est une première facette. Et la deuxième, c'est créateur. Et créateur, il faut vraiment imaginer ta petite blouse blanche, tes lunettes de protection et tu mélanges des trucs qui explosent. Et donc tu vas charger un plugin que tu connais pas, tu vas pousser un truc à fond, tu te dis ah ouais ok d'accord je comprends. Et en fait les deux vont se nourrir parce qu'en faisant tes petites créations, tes expérimentations j'allais dire, tu vas pouvoir peut-être trouver des trucs où tu te dis ah ok c'est ça qui faisait 50 Cent dans ses prods et vice versa. Surtout que quand tu démarres dans une discipline, ce qui est d'autant plus important quand tu copies, c'est que tu vas apprendre à manipuler des logiciels. Donc tu copies, mais après, ça va t'ouvrir d'autres portes. Tu vas aimer ça, et après, exactement comme tu l'as dit juste avant, ah ben si je teste avec ça. Voilà, il faut s'inspirer de tout ce qui existe déjà. Et en fait, quand je dis copieur, c'est presque du vol, parce qu'il y a des notions de solfège qui existent dans un bouquin, bah, tu les voles et tu les appliques dans ton travail. Et le créateur, c'est ce truc un peu plus magique où tu vas tester des trucs sans trop comprendre et tu vas découvrir, quoi. Et les deux, ça forme un artiste complet pour moi. Et le truc, c'est que là, actuellement, en musique, je ne suis qu'un copieur. Je nourris que le copieur. J'ai pas le temps de créer. Mais je ne suis pas frustré de ne pas pouvoir créer en musique parce que c'est comblé par la vidéo. Je nourris le créateur par la vidéo, je nourris le copieur par la musique. Et j'aimerais bien avoir le temps de nourrir le créateur par la musique. C'est ça que je veux aboutir à ce truc-là. Il y a eu Larousse aussi, donc ça devait t'étonner. C'est eux qui t'ont contacté ? Ouais. Bonjour, Mathilde de Larousse. Ça vous dirait qu'on vous envoie des livres ? Bah, bien sûr, envoie, tu vois. Vas-y, fais passer. Mais ouais, c'était fou. J'ai eu des trucs aussi, là par contre, qui n'ont pas abouti évidemment, mais nous sommes... alors c'est marrant parce que les mails commencent souvent de la même manière. C'est « Bonjour Will, nous sommes tombés sur vos vidéos récemment. On aime beaucoup le contenu que vous proposez. C'est pourquoi on aimerait que vous parliez de nos robes de mariage. » J'ai dit, mais tu peux pas me dire ça, quoi. Et c'est des gens à qui j'ai répondu vraiment, je leur ai dit, tu peux pas me dire que t'as aimé mon contenu sur YouTube et me proposer de parler de robe de mariage, c'est pas possible. Tu peux pas me dire ça. T'as une liste avec une URL et un nombre d'abonnés, tu dis, ok, ça c'est bon, je contacte. Mais t'es pas tombé sur ma chaîne YouTube, c'est pas possible. À quel moment tu t'es dit, ça peut marcher, ton truc ? Et ça, j'en ai de plus en plus. T'as réussi finalement à avoir ces partenaires grâce à ton environnement. À fond. Totalement essentiel, parce qu'au départ, ça te semblait impossible. Ouais, et le fait d'avoir rencontré quelqu'un, de t'entourer de personnes qui voient les choses en grand, ça t'a aidé. Ouais. Ah oui, ils m'ont ouvert les yeux. Enfin, cette personne-là, frère Mao, d'ailleurs, s'il regarde aussi la vidéo, je lui fais un gros big up. Parce que c'est un gars qui m'a dit, bah, tu peux déjà le faire, donc fonce, quoi. Et c'est à partir de là que tout s'est déclenché un peu. Mais après, même si tu as eu l'environnement, c'est toi quand même qui as fait les démarches. Ah oui, donc tu as eu oui. quand même l'audace d'y aller, l'envie. Et suite à ça, peut-être que d'autres choses se sont débloquées. Ben, tu vois, pour rebondir sur le côté persévérance, c'est vrai que j'ai essuyé pas mal de refus au début. Et j'ai continué de démarcher les marques qui me plaisaient. Qu'est-ce que tu te disais à ce moment-là, quand tu recevais des refus ? Bah, c'est pas le moment, juste, D'accord. tu vois. Et vraiment, alors soit c'était des refus, soit c'était des next, quoi. Je te lâche un vu et je te réponds pas. Et je leur en voulais pas, en fait, parce que je me disais, bah, en même temps, je suis un random, quoi. J'ai 1000 abonnés, je sors de nulle part. Sur ma chaîne, il y a essentiellement du solfège et ça fait 2 vidéos que je parle de MAO. Qu'est-ce que tu veux que je sois crédible ? Et il y a eu plein de marques qui m'ont pas calculé au début et qui après m'ont répondu. Ou qui même sont venues d'eux-mêmes.
par la suite. Donc D'accord. en fait, je me disais que c'était pas le moment et que ça viendrait après. Et de toute façon, je me consolais avec, déjà j'ai Arturia, qui est une boîte française, qui apprécie mon contenu, j'échange avec un gars et tout, ça marche bien. Et en fait, je me raccrochais à ça. Si j'ai que, j'ai eux déjà, c'est cool. Donc j'étais pas au fond du gouffre. Mais par contre, je réessayais tout le temps et j'envoyais des messages. Et tu penses que si tu n'avais pas rencontré ces personnes-là, tu aurais pu de toi-même te dire « je vais le faire ». Ouais, en fait, je pense qu'après, par la force des choses, à un moment donné, je sais pas, peut-être aux alentours de 10 000 abonnés, j'aurais eu une première approche. Et là, à ce moment-là, ça m'aurait mis la puce à l'oreille en mode, c'est peut-être le moment. Naturellement. Quoi. Si c'est eux qui viennent me chercher, ça veut dire que moi, je peux y aller. Mais là, ça reste du temps de gagner, en tout cas, le fait que ce soit toi qui prenne les devants. Et puis aussi. surtout, je l'ai fait à 1000 abonnés, quoi. Et jusqu'à 10 000, il s'en est écoulé du temps. 3 ans et demi, 4 ans, quoi. Et après, de 10 à... En fait, les 10 000 premiers ont été beaucoup plus longs que les 20 000 derniers. Il y a ce double effet un peu néfaste où déjà, tu vas pas forcément tomber sur la personne qui a 100 000 abonnés parce que YouTube ne te la présente pas. Parce que pour YouTube, tu n'existes pas. Tu vois. Et en plus, tu n'es pas intéressant pour YouTube si tu génères 3 vues sur ta chaîne. Donc, il va jamais te mettre en avant. Et en plus, quand bien même quelqu'un trouverait une vidéo en tapant des mots-clés et en te voyant sur la miniature, pour peu que tu aies écrit 123 vues, il va se dire, ouais, d'accord. Bon, lui, je next, tu vois, et je vais en chercher une autre qui a 100 000 vues, qui est peut-être moins bien, mais qui est plus connue, quoi. Et aujourd'hui, il y a d'autres choses que tu fais qui te semblaient auparavant impossibles. Et là, on pourrait peut-être en parler du Dalida. En fait, pour tout te dire, à un moment donné, je me suis dit, si vraiment la chaîne explose un jour, mais quand je dis, là par contre, c'est du gros objectif, quoi. C'est exploser, genre vraiment te faire arrêter dans la rue parce que ta chaîne est connue, quoi. Vraiment, si elle explose et que je gagne beaucoup d'argent avec ma chaîne, je me suis dit, je monte un truc comme ça. Sur plusieurs étages avec des studios. Alors dans ma tête, les studios, ils étaient en bas. Là, ici, ils sont là-haut. C'est la grosse différence. Non, mais tu vois, je voulais une structure comme ça, avec des studios, des ingé-sons, une salle avec un piano à queue où je donne des cours là-bas. Et puis à côté, tu réunirais en fait toutes tes passions dans un seul et même établissement. Mais c'est ça. Et limite un étage pour que mon frère il fasse son taf de graphiste avec un truc pour qu'il peigne et tu vois. Ta sœur, il faut la mettre quelque part aussi. Hein. Ma sœur, il faudrait bien que je la... Ouais. Faut qu'elle s'enrôle. Voilà, je lui remets un piano droit que pour elle et je lui dis, tu vois, je le touche pas, il est à toi. Il est à toi. Et mais ouais, je voulais vraiment faire un truc comme ça. Si ça explosait. Et comment ça s'est passé en fait ? Tu es tombé sur l'école un peu au hasard, on t'en a parlé ? Alors, mieux que ça. Un jour, donc je vois un Marc qui me demande des cours. Postel-Vinaille ? Ouais. Incroyable. C'est ça. Et donc du coup, il me dit, lundi ou mardi, je suis dispo. Je lui dis, moi aussi, lundi ou mardi, c'est comme tu veux, machin. On fonce, on fait un premier cours, ça se passe bien. Et tu savais qui c'est ? Absolument pas. Ok, c'était un médecin à l'époque en plus. Ouais. Et je savais que c'était quelqu'un de très occupé et tout, qui aimait beaucoup la musique, mais tout le pan musical de sa carrière, je ne la connaissais absolument pas. Et donc le premier cours se passe très bien, et il me dit, est-ce qu'on peut reprendre un cours la semaine prochaine ? Je dis, bien sûr, pas de problème. Le deuxième cours se repasse à merveille, et il me dit, c'est bon, j'ai appris ce qu'il fallait, je pense que je peux me débrouiller tout seul, au plaisir. Donc ça se passe super bien. Et en fait, c'est 9 mois ou 1 an après, qui me recontacte via Instagram. Wow. Il me propose ça. Moi, j'y crois même pas. Et je me dis, waouh, là, quand même, c'est dingue. Parce que là, du coup, je me suis dit, ok, en fait, YouTube, c'était peut-être... je voyais ça comme une fin en soi et un objectif à atteindre. Peut-être que c'était juste un tremplin vers autre chose. Alors, il se trouve qu'aujourd'hui, je fais les deux. YouTube me plaît toujours autant, donc je continue. Mais peut-être que les 100 000 abonnés, c'était pas ça le vrai objectif. Et c'était pas ça le vrai trésor qu'il y avait derrière. Peut-être que c'était ça, le Dalida. Oui, parce que quand on est jeune, on va se dire qu'on a des rêves. Et quand on voit 100 000 abonnés, ça nous paraît énorme. Mais ça reste très superficiel. Et c'est quand on grandit qu'on voit vraiment ce dont on a envie. Et on se dit 100 000 abonnés, c'est cool, on les veut.
Mais le Ouais. vrai objectif, c'est pas ça. Normalement, ça, c'est pas le résultat. C'est ça. En atteignant un résultat, tu vas en attendant cumuler des abonnés, avoir des opportunités. Mais le vrai C'est ça. résultat que tu veux, c'est développer ta chaîne, composer, faire plaisir aux gens, forcément arriver à en vivre. Donc Oui, c'était un objectif de chiffres et qu'en fait, c'est nul. Non, mais c'est un peu... ça veut rien dire. Parce que quand j'avais 20 000 abonnés, il y a eu la période du confinement où d'un coup, il y a eu beaucoup plus d'activités sur YouTube. Beaucoup plus de vues, ma chaîne a explosé. À un moment donné, je prenais 2000 abonnés par mois. Et pourtant, là, aujourd'hui, j'en ai plus. Et ma chaîne marche moins. Donc en fait, si ça se trouve à 100 000 abonnés, je serais moins content qu'aujourd'hui. c'est ça. Tu vois, donc C'est ça. en fait, je suis plus du tout attaché à un objectif de chiffre. Au début, ouais, je rêvais de ce truc-là, de me dire, ça serait cool quand même d'avoir réussi à faire cliquer 100 000 fois sur le bouton s'abonner. Tu vois, mais en vrai, aujourd'hui, je suis plus satisfait de ce que ça m'a apporté. Par exemple, ici, il y a juste une personne qui a cliqué sur s'abonner. Et cette personne-là, elle s'est dit, lui, il ferait un bon coach MAO ici. Et ça vaut, selon moi, ça vaut plus que 100 000 abonnés. En plus, tu continues à apprendre au sein de l'école. J'ai jamais autant appris que depuis 2 mois. Et puis en plus, là, pour le coup, je me fixe un challenge à moi. Je veux devenir un expert Logic Pro, par exemple, et en MAO en général. J'ai déjà... Là, j'ai l'impression que je m'arrête pas, qu'il y a une nouvelle idée toutes les 2 minutes. Alors certes, ça me donne un peu moins de temps pour YouTube, mais tout ce que ça apporte à côté... C'est hyper enrichissant. Ouais. Ne serait-ce. Et moi, j'en serais toujours fière. T'avoir appris à trouver une manière plus rapide de Pour faire durer les notes Alors grâce ça, à la pédale. Ça, faut le retenir. Hein, essaye le dira dans une de ses vidéos. je le dirai, c'est promis que je le dirai. Mais Dixie. Mais ça, c'est fou, hein, parce que... Mais tu vois, ça prouve qu'en fait, vu que tout le monde apprend et que c'est un vivier à la productivité, à la créativité ici, du coup, toi, tu vas ouvrir ton logiciel très souvent, tu vas chercher Ça. des trucs et tu vas en parler à quelqu'un. Puis peut-être que moi, tu vois ça, ce que tu m'as appris sur l'éditeur de partition pour faire durer une note, je ne serais jamais passé par là. Puisque moi, je sais déjà le faire d'une autre manière. Donc, Et finalement, et c'est là où c'est peut-être aussi grâce au fait que je n'y connaissais rien, Logic, et que j'essaie de découvrir par moi-même. Alors que si on me l'avait appris, quelqu'un m'avait formé pour ça, peut-être qu'il ne me l'aurait jamais fait ouvrir. c'est ça. On en revient à quelqu'un qui n'a jamais fait de solfège et qui peut être aussi créatif, voire plus, que quelqu'un qui a suivi une formation. C'est ça. Et c'est un peu donnant-donnant. Tu nous apprends des choses et nous, on arrive aussi à t'apporter quelque chose. Ouais, et puis surtout, il y a des questions où il y a des questions que vous me posez où moi je me dis, ouais, c'est vrai, tiens, ça je le fais depuis 3 ans, mais comment je fais à la base? Et du coup, en expliquant, je vais trouver un autre truc peut-être que je faisais pas. Moi, je suis censé être j'aime pas ce terme, mais le sachant. Donc, sur le papier, on pourrait croire que vous apprenez plus que moi. Sauf que moi, j'ai 50 personnes qui essayent des trucs. Donc en fait, j'apprends plus que vous. Parce que même si moi je suis censé savoir plus de trucs et vous le partagez, vous savez un peu moins fois 50. Donc les questions que vous allez me poser, ça va m'enrichir. Et parfois, je sais pas, j'ai pas d'exemple concret, mais j'explique un truc et ça matche pas du tout avec la façon de faire d'un artiste qui va me dire, ouais, mais alors pourquoi tu fais pas ça plutôt, c'est pas plus simple? Et d'une manière hyper simple, en fait, ça va te faire toucher du doigt que oui, en fait, il y a plein d'autres façons de faire. Et ça, tu t'en rends compte quand tu donnes des cours collectifs et que tu t'entoures de plusieurs personnes. Et je pense que je m'enrichis encore plus que vous. Si toi, tu viens me voir pour que je te débloque sur un truc, sur ton projet perso à toi, c'est ton style que je n'aurais moi jamais fait de mon côté. Donc ça va me faire me pencher sur des sujets que j'aurais pas explorés avant. Tout à fait. Donc ça d'ailleurs c'est un conseil qu'on m'a donné il y a pas très longtemps. La musique que tu aimes, c'est bien de l'étudier, c'est bien de l'écouter,
écoute aussi celles que t'aimes moins. Et les styles qui te sont un peu moins familiers peuvent t'apporter autant que ce que tu kiffes vraiment écouter, quoi. Exactement. Et du coup, le fait de travailler avec beaucoup de gens qui partagent un peu la même passion que toi, ça va te faire te rendre compte que tes goûts changent plus rapidement et plus facilement que si tu étais tout seul dans ton coin. Là, ça force un peu les choses, quoi. Et aujourd'hui, avec l'école, tout ça, en plus, ça doit te motiver davantage. À fond. Bah, ça devient fatigant, le rythme est compliqué à prendre, parce qu'après, tu as quand même une vie, tes proches, tes amis, tu vois, il faut aussi que tu prennes du temps pour toi, parce que c'est ça aussi qui est compliqué quand tu crées des choses, c'est qu'en fait, tu as une jauge de... Comment dire ça ? D'expérience de vie, et en fait, au bout d'un moment, si tu sors pas de chez toi, elle se vide, et si tu regardes aucun film, si tu sors pas t'aérer, si tu vis pas des moments, le problème c'est que ton essence, ton moteur de créativité, il tourne plus trop, tu vois. Donc tu peux pas faire ça tout le temps. Et si j'enchaîne que YouTube, l'école, les cours, les machins, il faut que je vive à côté pour alimenter un peu tout ça aussi. Il faut vivre des trucs, quoi. Donc c'est un peu compliqué là de trouver l'équilibre. Mais comme je te disais, j'ai déjà un plan sur qui je vais embaucher comme monteur. Et une fois que ça sera fait, je pense que ça va, c'est la clé. Ça va débloquer des choses déjà. Ouais, à fond. Parce que j'ai juste besoin d'un peu plus de temps. D'accord. Il faut Donc persévérer. finalement, si je fais le bilan de tout ça, dans tout ce que tu me racontes depuis le début, tu as un côté persévérant. Et je pense qu'il n'y a pas besoin de souffrir, de pleurer. Ouais. Parce qu'on le voit, on entend beaucoup d'histoires. Il a galéré pendant 10 ans, mais il ne s'est jamais arrêté. Mais finalement, il n'y a pas forcément besoin de... À partir du moment où tu le tiens, l'objectif global, et que tu y arrives, tu es persévérant. Et je pense que même si tu n'y arrives pas, mais que tu y as passé toute ta vie, tu es resté persévérant. C'est ça. Finalement, c'est le cheminement. Ouais, qui compte. Et je pense que du coup, ce qui rejoint un peu tout ça, c'est que, tu sais, il y a une part de chance. Même si tu marches dans la rue et que tu vas croiser ce gars ou cette meuf qui va changer tout dans ta vie, ben, ça ne serait pas arrivé si tu avais préféré rester dans ton lit. Moi, je pense que si j'avais pas dit oui à plusieurs trucs, tu vois, le forum entraide youtubeurs qui m'a fait rencontrer ce gars-là, qui m'a fait prendre conscience de certaines choses, qui m'a fait aller au Play Azure Festival. Tu vois, il y a tout un tas de trucs où tu te dis si j'avais dit non au cours de Marc. Ah oui. Tu te rends compte ? Oui. Donc il y a cette part de chance, et en même temps, si tu dis toujours non aux opportunités ou que tu n'essayes pas des trucs, tu pourras jamais rencontrer cette chance-là, tu vois. C'est ça. Donc voilà. Et le premier conseil que je donnerais aux gens, c'est ça, et de pas avoir trop d'attentes. Parce Exactement. que si tu veux tout de suite gagner ta vie avec YouTube faut ou être dans la création, il faut être patient et faire en sorte que tes attentes soient toujours un petit cran au-dessous de ta motivation. Si ça commence à faire ça, c'est pas bon. Will, encore merci d'être venu pour parler de ton parcours, de ton expérience. On aura d'autres épisodes pour parler avec de nouveaux invités, parler de leur expérience, de leur vision, et ça permettra de comparer aussi. Parce que je pense que la persévérance n'est pas appréhendée de la même façon pour tout le monde. Je te souhaite une belle journée à tous les auditeurs, et puis on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Passez une excellente journée. Ciao.